Et je vous demande d'accueillir Julia Ducournau. Merci. L'idée va être de faire circuler à un moment donné un micro, donc n'hésitez pas à vous manifester. On va démarrer la conversation à deux. Et puis n'hésitez pas à vous manifester pour poser une question, même pour partager simplement votre ressenti. Alors je me posais la question de la première question. Et en fait, je vous ai entendu dire que c'est un film qui demandait à être vu 2 fois. Et pour l'avoir revu, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, je veux bien vous entendre sur cette notion-là, qui n'est pas une notion marketing, je pense, sur le film ici. C'est-à-dire que moi, j'ai vu 2 films. Il y a des réalisateurs qui utilisent ça réellement en argument marketing. Mais j'ai réellement vu 2 films tout à fait différents. C'est-à-dire que j'ai redécouvert le film et j'ai même vu un autre film quand je l'ai revu. Et j'ai même passé ce que j'ai dit au distributeur. Moi, la deuxième projection, je l'ai passé en larmes du début à la fin. Donc... Ok. Non, vraiment pas marketing du tout. Enfin, je pense jamais au marketing, sauf quand les gens du marketing me parlent. La raison pour laquelle je pense ça, enfin en tout cas moi en général, pour commencer, je dois dire que en tant que spectatrice, tous les films qui font partie de mon panthéon, ceux qui ont fait mon éducation, qui m'ont fait grandir, comme vous en avez tous sûrement, ils ont tous en commun d'être des films sur lesquels j'ai dû revenir et que j'ai pas forcément tout compris la première fois que je les ai vus. Mais c'est des films qui m'ont appelé émotionnellement, par la mise en scène, qui ont appelé quelque chose chez moi et donc qui ont ouvert une porte en moi. Mais vu que moi je reçois les films de manière émotionnelle avant que ce soit intellectuel, j'ai eu du mal, je pense, à chaque fois de mettre le doigt sur pourquoi j'avais aimé ces films. Et donc, du coup, j'y suis revenue. Et après, c'est intéressant parce que ça devient un travail de spéléologue, presque. À la fois de spéléologue à l'intérieur de soi et aussi d'aller chercher, en fait, on va dire, les clés du mystère des films en revoyant. Donc, du coup, moi, en général, j'ai tendance à faire les films que j'aimerais voir et qui correspondent aussi à mes envies, à moi, de spectatrice. Dans le cas d'Alpha, dès le départ, j'ai su que ça allait être un récit rétrospectif. Puisqu'il s'agit, le cœur du film, c'est la transmission des traumas au sein d'une même famille, d'une généalogie, mais aussi au sein de la société. Comment est-ce qu'on, en l'absence de réparation, en l'absence d'acceptation d'une situation tragique, quand on ne met pas les mots, quand on ne parle pas et qu'on rend cette situation taboue, comment est-ce que ce trauma est revécu et ne cessera jamais d'être vécu par les générations d'après, tant qu'on n'aura pas donc, fait cet effort d'acceptation et de dialogue autour de ça. Et donc, vu que c'est le cœur du film, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de deuil impossible, j'ai tout de suite su que ça allait être un récit qui n'allait pas être linéaire. Parce que le temps du trauma, dans la vie, en tout cas c'est mon point de vue, me semble pas linéaire. Parce que quand on a vécu une situation de perte, une situation qui nous a amputé de soi d'une manière ou d'une autre, on vit dans un présent qui est troué des résurgences du passé et qui est envahi par l'appréhension du futur. Et du coup, on n'est pas dans une linéarité, on est dans une espèce de triangle des Bermudes, en fait, d'émotions. Et du coup, voilà, je voulais construire mon film comme ça. Et donc, de fait, puisque le film que vous venez de voir n'est donc pas le sixième sens de Shyamalan, au cas où vous auriez des doutes.
je n'ai pas vécu l'écriture de mon film en pointant à un twist final. En fait, moi, le twist, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez appelés par les émotions de mes personnages et par tout ce qu'ils traversent pendant le film, d'acceptation et de prise de conscience d'un état de fait. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a pas de twist et vu que ce n'était pas mon intention, évidemment, il fallait que quand même je sois honnête avec mon récit et donc que dès le début, en fait, je mette des pistes dedans, que probablement, en sachant quand même de manière assez certaine que tout le monde ne verrait pas ces pistes-là, voire la majorité ne verrait pas ces pistes-là au premier visionnage. C'est pour ça que je dis ça. Mais moi, ça ne me dérange pas, ça, puisque une fois de plus, pour moi, la première manière d'accueillir un film, c'est par l'émotion et pas dans l'intellectualisation du film. Et donc, il y a des pistes, il y a beaucoup de pistes dans le film qui vous disent qu'Amine n'est pas là, que ce soit des pistes de réalisation, ma manière de le filmer, le traitement du son également. Par exemple, dans le traitement du son, vous en êtes sûrement pas rendu compte, puisque c'est un effet qui est censé être un petit peu holographique. Il n'est pas du tout traité au son comme les autres personnages du film. Amine n'a pas de réverb. Quelle que soit la pièce dans laquelle il parle, il n'y a aucune réverb. Les autres en ont, par exemple, là où ça se sent le mieux, je pense, c'est dans la cuisine, dans la scène où elle ne le reconnaît pas et elle veut le planter avec un couteau pour se défendre. Elle est dans la réverb de la cuisine. On entend le petit delay comme ça de la pièce. Lui, pas du tout. Il est très mat. C'est comme une voix qui est dans sa tête, en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai pensé. Il y a aussi la question de la caméra. Si vous revoyez le film, vous vous rendrez compte que Amine n'est jamais en amorce d'un plan. En amorce, ça veut dire, c'est comme, en fait, ça veut dire quand vous filmez quelqu'un et qu'il y a une personne devant lui et que moi je vais filmer le dos de la personne devant lui et donc on appelle ça une amorce. Ça veut dire que c'est pas un plan qui est juste sur la personne, on a une personne devant et qu'on voit la caméra de dos. Amine ne peut pas être en amorce parce qu'Amine n'est pas là. Mais en revanche, quand je le filme lui, il y a toujours Alpha ou Maman en amorce, puisque Alpha et Maman sont les seuls à le voir. Donc, il faut qu'on soit dans le point de vue d'Alpha et Maman, puisque c'est elle qui le voit. Donc, c'est tout ça, c'est des pistes que j'ai mises en place. Il y en a beaucoup dans les dialogues aussi. Le fait que, par exemple, au début, Amine, dans cette première scène dans la cuisine, il dit à Alpha, c'est pas parce qu'on t'a pas parlé de moi que j'existe pas. De la même manière, à un moment, en écho à ça, Alpha, dans la scène, une scène dans la chambre où il s'engueule, Amine et Alpha, où elle lui dit que c'est qu'un sale drogué et tout ça, elle lui dit au début, on est dans un cabinet médical ici, on n'est pas censé exister. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la scène de l'Aïd aussi, avec la grand-mère, quand Alpha demande à Maman, c'est qui ce gros... Enfin, elle connaît Benny, mais genre en gros, Benny c'est un gros raciste. Et elle lui dit, je l'ai vu, il pleurait tout à l'heure, et elle lui répond, il a perdu son meilleur ami, il s'en est jamais remis. Bon, alors, du coup, quand je vous dis ça, vous vous rendez compte que Benny, c'était le meilleur ami de Amine, et que, en fait, quand on voit la première scène de réanimation d'Amine dans le passé, Benny est là. Et d'ailleurs, il a une très belle coupe mulet à ce moment-là. Après, il est chauve. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est pas marketing, c'est pour être honnête avec le spectateur, je pense. Juste rebondir sur un élément, le personnage de Maman n'a pas de nom. Non. Et... Maman, c'est Maman. Oui, mais du coup, est-ce que c'est une mère universelle ? Oui. Ouais. Du coup, oui. Alors, Maman, c'est Maman avec un M majuscule, bien sûr. C'est la mère d'Alpha, bien sûr. C'est la mère de son frère, comme vous vous en êtes rendu compte également. C'est la mère de ses patients. Et c'est la mère, en fait, de tous les gens qui sont en nécessité de soins. C'est quelqu'un qui a une mission, qui a une vocation, et dont, finalement, la maternité déborde presque sur le monde entier. Pourquoi ça ? Pour plein de raisons. Les premières étant liées à l'amour qu'elle porte et que je voulais filmer, que je voulais montrer. L'amour inconditionnel et universel, presque, qu'elle porte à l'humain, puisque c'est la seule qui continue à voir les malades comme des individus et non comme des gens affligés. Mais aussi parce qu'il est question d'une arche
émancipatrice pour Alpha, comme dans tous mes films en fait. Moi j'aime beaucoup traiter ce genre de trajet-là. Et si vous avez vu Grave et Titane avant, vous savez que dans ces deux films-là, la question de l'émancipation se fait par rapport au regard paternel. L'émancipation par rapport au regard paternel, moi je pense que c'est une émancipation qui se fait par rapport à un besoin de validation face à un regard extérieur. C'est un besoin qui peut, si ce regard extérieur-là est appliqué, si on en a manqué et que du coup on l'applique au reste de la société, peut devenir assez névrotique. Donc c'est une émancipation qui n'est pas facile non plus. Mais la grande différence avec l'émancipation par rapport à la figure de la mère, c'est qu'on doit s'émanciper de là d'où on vient, de la symbiose originelle. Et cette symbiose-là, elle ne s'arrête pas à l'accouchement, à la naissance de l'enfant. C'est une symbiose qui continue pendant toute la vie. Et donc, autant Freud disait qu'il fallait tuer le père, mais par contre, on ne peut pas tuer la mère, parce que si on tue la mère, on tue une part de soi. C'est une amputation de soi. Et c'est ça qui rend l'émancipation d'Alpha vis-à-vis de sa mère si compliquée, parce que non seulement elle subit en fait ce complexe-là qu'on vit tous par rapport à cette émancipation-là, mais en plus sa mère, c'est la mère. C'est la mère mythologique. Et ça explique aussi pourquoi elle a besoin d'Amine pour pouvoir s'échapper, pourquoi elle ne peut pas le faire toute seule, et que quand elle essaye au début du film, elle n'y arrive pas. Parce que dès qu'il n'y a plus sa mère, elle est pétrifiée. Dès qu'il n'y a plus sa mère, tout tremble, c'est la tornade, c'est le tremblement de terre, et elle est pétrifiée en fait. Au début, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pendant une grande partie du film d'ailleurs, ne peut rien faire en dehors du regard de sa mère et donne tout le crédit au regard de sa mère. Si sa mère pense qu'elle est malade, même si on voit bien qu'elle vrille à ce moment-là, sa mère, parce qu'elle perd toute rationalité, pas à cause de la peur qu'elle ressent vis-à-vis d'une possible infection de sa fille, Alpha se pense malade. Si ma mère dit que je suis malade, donc je suis malade. Donc on voit bien à quel point elle est codépendante de ce regard-là. Et donc du coup, pour finir, pour moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on échappe à ce regard-là, comment est-ce qu'on existe par rapport à ce regard-là, comment on s'en émancipe. Et pour Alpha, je me suis dit que le seul moyen en fait, de la faire avancer dans le film et après le film, parce que moi j'imagine toujours mes personnages après que le film soit fini, il faut qu'elle devienne la mère de sa mère. C'est le seul moyen. Elle ne peut pas tuer sa mère, elle ne peut pas rompre les liens, mais il faut qu'elle devienne la mère de sa mère en lui redonnant vie. Et donc le moyen de lui redonner vie, c'est de lui faire accepter le deuil de son frère. Voilà. C'était très long, je suis désolée. Mais comme si la mère était morte quand le frère est mort, en fait. Exactement. En fait, c'est ça le gros paradoxe de maman, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont la mission est de sauver la vie à n'importe qui, à son frère d'abord bien sûr, mais de sauver la vie, de sauver les vies, et en même temps qui est dans une abnégation d'elle-même qui est telle que son propre être est régi selon un principe de mort. Maman, elle n'est vouée qu'aux autres. Et donc, d'une certaine manière, elle n'existe pas en tant qu'individu. C'est pour ça qu'elle n'a pas de prénom. Moi, j'ai eu l'impression qu'Amine avait un double statut, c'est-à-dire qu'il est là pour maman, et qu'à la limite, maman a toujours vécu avec lui, que c'est un fantôme qui la suit depuis toujours, mais qu'il apparaît à un moment donné à Alpha, parce que sinon Alpha va aller vers un schéma de mort. Il apparaît pour qu'elle puisse enfin vivre. Alors, c'est juste, mais la question de l'apparition d'Amine, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Parce qu'une fois de plus, si on pense que Alpha est donc dépendant du regard de sa mère au début du film, moi je pense que c'est d'abord le tatouage et l'aiguille qui, en fait, réactive les peurs de maman par rapport à ce virus, et que si maman a peur, j'ai peur. Et donc Alpha se met à le voir aussi, puisqu'elle est récipiendaire en fait du trauma de sa mère. Un élément que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le mimétisme qu'il y a entre Amine et Alpha, comme si à un moment donné, il ne faisait qu'un seul. Aux yeux de maman, ils ne font qu'un seul. Évidemment, plus elle se fait ronger par la peur, plus elle perd de la rationalité et plus elle se dit que ce qui est arrivé va réarriver et que du coup, quand elle les regarde tous les deux, elle voit Amine dans Alpha, forcément. J'ai eu l'impression d'une continuité autour de la mutation aussi. Mutation qui apparaît dans Junior, physiquement,
mutation qui apparaît dans Grave au moment où elle découvre sa vraie nature, mutation qui apparaît différemment dans Titane, mais qui apparaît à plusieurs niveaux dans Titane. Mais ici, j'ai aussi l'impression que c'est une période de mutation qui est liée aussi pour moi à la puberté et à l'éveil à soi en tant que femme. Est-ce que c'est là ou pas du tout ? La mutation est forcément là parce que moi je pense que comme ça en fait. C'est-à-dire que pour moi la mutation c'est la vie. Et si je devais définir la mort, je dirais simplement que la mort c'est l'absence de mutation. C'est quand on arrête de se transformer. Je suis très bêtement existentialiste dans ce sens-là. C'est-à-dire que je pense que chaque jour on peut être une version de soi différente et qu'on laisse les peaux derrière nous et qu'on continue comme ça à se rapprocher d'une essence fantasmée, parce que ça, on ne sait jamais quand est-ce qu'on la rencontrera, cette essence. Mais je pense que c'est ça, un trajet de vie. La mutation, c'est la vie. Donc oui, c'est forcément là dans Alpha, bien sûr dans l'idée du coming of age d'Alpha, mais il faut savoir que pour moi, un coming of age, c'est pas... Généralement, c'est un terme qui est vraiment associé à l'adolescence, en effet. Mais pour moi, je ne le vis pas comme ça. Pour moi, un coming of age, ça correspond à un endroit charnière pour n'importe qui dans la vie. C'est-à-dire que qu'on subisse un trauma ou qu'on change de job, qu'on déménage. À partir du moment où il y a un questionnement en fait, existentiel qui se met en place, pour moi, on pourrait faire un film qui serait un coming of age là-dessus. Et d'une certaine manière, Alpha, c'est à la fois le coming of age d'Alpha, mais c'est aussi le coming of age de maman. Voilà. Est-ce qu'il y aurait déjà une question ? Ah, alors. Bonjour. Bonjour. Merci de venir présenter ce film. C'est hyper intéressant d'entendre les points de vue après. Ma question, c'était est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous l'avez appelé Alpha ? Alors, oui, bien sûr, parce qu'évidemment, ce n'est pas un prénom commun. Moi, en fait, en créant cette histoire, j'ai tout de suite pensé à évidemment l'opposition alpha-oméga, parce que je me disais, j'essayais de revenir en fait en arrière, de me rappeler des années 80, 90 et tout, où vraiment, quand on était jeune, à ce moment-là, on avait l'impression de naître dans un monde où tout mourait. Et du coup, qu'est-ce qui advient de nous quand tout est promis à la mort, alors que nous, on débute à peine notre vie ? Et c'est ce qui arrive à Alpha dans le film. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être une alpha dans un monde d'oméga ? Puisque alpha représente le seuil, le commencement d'un cycle, et oméga, la fin, évidemment, d'un cycle également. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et puis la deuxième raison, c'est que Alpha, c'est le nom qu'on donne à la première étoile d'une constellation quand on la découvre. N'importe quelle constellation qu'on a découvert a une étoile Alpha. Et évidemment, la question de la constellation, elle m'est chère puisqu'on commence le film là-dessus. Et l'idée de la constellation, elle est à la fois positive et négative. C'est-à-dire que c'est à la fois l'interconnexion, c'est reconnecter les points de la mémoire également, reconstruire en fait une image claire à partir de points qui sont séparés, qui ne se connectent pas. Mais c'est aussi la question de la contamination. Et c'est le double enjeu en fait de la société du film. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Cette notion de contamination, elle construit le film aussi dans son écriture, enfin j'ai l'impression, où les deux périodes de temps vont se nourrir l'une l'autre, se superposent, se répondent. En termes d'écriture, moi je suis curieux de savoir comment s'est construit le scénario. Est-ce qu'il a fallu mettre à plat, on va dire, les deux temporalités chacune de leur côté ? Est-ce que ce sont des émotions qui l'ont emporté ? Comment s'est construit en fait l'écriture du film ? Sur l'écriture pure, c'était vraiment écrit comme c'est. C'est-à-dire que là, au montage, évidemment, je pense qu'il doit y avoir 2 flashbacks qu'on a changé de place. Mais sinon, l'écriture pure du scénario, c'était écrit dans cet ordre-là. Après, évidemment, avant ça,
quand j'ai pensé à l'histoire et que j'ai compris, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'elle ne serait pas linéaire, que ce serait le temps du trauma, bah évidemment, il a fallu que je construise l'histoire de maman et d'Amine avant dans ma tête, parallèlement à celle d'Alpha, et comment ces histoires allaient se rejoindre à la fin. Mais dans l'écriture, c'était déjà, il y avait déjà en fait ces échos entre les deux périodes. Et puis après, on a creusé ça, bien sûr, en post-production, avec le son énormément, parce que le son fait que c'est ça qui nous permet de passer du présent au flashback de manière poreuse, pour qu'à un moment presque on se perde et que les deux histoires commencent peut-être de manière reptilienne à se mélanger dans la tête pour pouvoir aller en tout cas jusqu'au bout du film où là les deux temporalités se mélangent vraiment dans la même pièce. Donc au son, par exemple, le son du présent va continuer à réverber dans le passé. C'est la même chose pour les sons du passé qui reviennent dans le présent. On a beaucoup joué là-dessus. Moi, ce qui m'a fortement impressionné, surtout en revoyant le film, c'était la séquence que je vois comme une séquence d'envol, où ils s'enfuient, où ils sont à la fois dans une boîte de nuit ou dans un bar, et en même temps sur un terrain de football, et où le son est extrêmement différent, je trouve, d'une époque à l'autre, alors qu'il y a une fluidité lors de la séquence, mais qu'on arrive bizarrement à identifier. Alors ça, pour moi, c'est la même époque. Hein. Puisqu'Alpha a 13 ans dans les deux... Ouais. L'impression qu'elle voyageait au-delà du temps. Ah, c'est intéressant, j'aime beaucoup cette idée. Pourquoi pas? Dans le bar, ce serait complètement possible, pas dans le foot, parce que la séquence du foot, c'est très clairement justement le moment d'émancipation du film, grâce à Amine, à partir du moment où vraiment on est à un point, elle est à un point d'étouffement, et nous, on est à un point d'étouffement où il est vraiment temps de sortir, parce que là, on est dans cette chambre, et en plus, là, ça fait longtemps qu'on est dans cette chambre, et là, le plafond commence à descendre, donc c'est vraiment, il faut qu'on respire, elle comme nous, et c'est grâce à Amine, c'est-à-dire que c'est Amine, en fait, qui la sort du regard maternel d'une certaine manière en sortant de cette chambre d'enfant. Donc la scène du foot, pas du tout. Après, c'est pas du tout le passé. Après, je comprends cette idée, c'est une belle idée, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que ce bar, de toute façon, étant le lieu de liberté de ceux qu'on ostracise, de ceux qu'on monte du doigt, le seul lieu où en fait ils peuvent se sentir vivants, et que dans les deux temporalités, le virus de toute façon est présent, c'est probablement aussi une manière à elle de revisiter ce qu'a vécu Amine de son vivant. Mais pour moi, en réalité, ils sont tels qu'en tout cas je l'ai conçu, c'est la même soirée. C'était une manière pour moi de montrer vraiment en parallèle qui, de manière évidemment symbolique, Amine, quand il était vivant et qu'il était solaire et qu'il était l'ange qu'il est pour Alpha dans le présent, et puis ce moment voilà, où on voit les premiers symptômes, où il mime les premiers symptômes, où son corps se rigidifie dans cette chorégraphie macabre, et donc aussi, parce que moi ça me crève le cœur en fait de le voir non seulement se rigidifier, mais prendre de la drogue après, et le revoir sur le terrain de foot vivant, et puis ça donne une idée un petit peu de ce qui a été perdu, de ce qu'il aurait pu être et de ce qui a été perdu. Une question. Un grand merci pour le film. Là. Merci. Oui. Je voulais juste savoir plus sur l'élément du vent rouge. J'aimerais savoir plus sur le symbolisme de ça. Merci. Alors c'est marrant parce que en fait le vent rouge il veut dire des choses différentes pour les personnages et pour moi. Pour la grand-mère et puis a posteriori pour maman, parce que quand elle commence à perdre pied avec la rationalité, elle se raccroche aux croyances ancestrales de sa mère, qu'elle a pourtant complètement répudié dans le flashback où elle réanime Amine pour la première fois, où on voit que là on a une médecin extrêmement rationnelle, une croyance en la médecine occidentale, en la rationalité et tout ça, et dans la même famille des origines qui au contraire viennent puiser dans quelque chose de mystique et de spirituel. Donc, dans ces croyances-là, de mes personnages, le vent rouge, ça représente le démon pour la grand-mère et le démon de la maladie en particulier.
Évidemment, le côté rouge, ça rappelle, quand la grand-mère le dit, ça rappelle les veines. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que la grand-mère, et d'ailleurs, on le voit un peu la première fois quand Amine fait l'overdose dans l'escalier et qu'il rentre dans l'appartement, on voit, la grand-mère lui dit, mais qu'est-ce qu'il a, il est encore, il se sent pas bien. Elle lui dit, il se sent pas bien. Et c'est pour montrer à quel point, en fait, elle n'a pas les codes de cette génération-là, elle n'a pas les codes de cet univers-là. Elle vient d'ailleurs, et c'est ce que dit Amine à un moment, elle dit, maman, au moins, elle a l'excuse de venir d'une autre époque, de venir d'un autre endroit, et toi, tu es une bourgeoise athée, tu es médecin, c'est quoi ton problème, quoi? Et donc, du coup, la grand-mère a juste l'impression que son fils est possédé, d'une certaine manière, en tout cas, c'est ses croyances. Et pour moi, ça, en fait, au final, à la fin du film, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je le prends pas comme ça. Hein. Libre à vous de le prendre comme vous voulez après. Peut-être que vous allez plus comprendre la version de la grand-mère. Mais pour moi, à la fin, puisqu'on a vu dans cette séquence, tu sais, où il y a le dos qui s'effondre, on a vu que le sang lui-même est rigidifié et donc la poussière est rouge. J'ai pas mis une poussière blanche parce que je voulais garder en fait une accroche avec la réalité. Je voulais garder une accroche avec un corps qu'on connaît malgré tout. C'est pour ça que je l'ai pas fait blanche et que je l'ai gardée rouge. Et donc, en fait, dans la grande logique, si ces corps-là viennent à être poussière, comme c'est le cas pour Amine à la fin, quand elle réussit à faire son deuil et qu'elle réussit à le laisser partir, la poussière est rouge, forcément, puisqu'à l'intérieur, c'est rouge. Et donc, du coup, tout ce vent rouge, pour moi, c'est les corps et la mémoire de tous ceux qu'on a perdus et qui ont vécu la même chose qu'Amine, qui ont attrapé le même virus qu'Amine et qui peut-être aussi souffraient de toxicomanie comme Amine ou qui l'ont attrapé comme ça. Et voilà, c'est la mémoire en fait de nos morts. Pour moi, la fin se vend rouge et c'est pour ça que Alpha dans la tempête est recouverte aussi de poussière rouge. C'est une manière pour moi de montrer que en fait ceux qu'on aime et qu'on laisse partir, on les garde avec nous sur la peau toute notre vie. Parce que je crois que le deuil, c'est pas... On dit faire son deuil, mais j'aime pas trop cette expression parce que ça donne une impression de temporaire, comme si c'était temporaire. On fait son deuil comme si ça allait durer 6 mois, 1 an, et puis après, là, ça recommence. Non, c'est pas vrai. Le deuil, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'on est en deuil toute sa vie jusqu'à ce que ce soit les autres qui fassent le deuil de nous. Et donc, en fait, le deuil, ça s'arrête jamais. On a toujours nos morts sous la peau. Et c'est pour ça. C'est comme ça que je vois le vent rouge, en tout cas. Merci. Je veux bien rebondir sur justement ce monument aux morts et cette idée aussi que les corps qui se pétrifient sont à la fois vivants et morts quelque part. Oui, totalement. En tout cas, ils sont humains, quoi. C'est vrai que j'ai pas créé quelque chose. Ils deviennent pas autre chose finalement qu'eux-mêmes. Hein. Cette iconographie, elle m'est venue parce que j'avais envie en fait de mettre du sacré, d'élever au sacré, en fait, au rang de sacré, les vies, en fait, les vies et les morts de ces gens qu'on a perdus. Ouais, vas-y. Mais ce que je trouvais intéressant dans l'idée même de pétrification aussi, c'est que si on prend d'autres pandémies, si on prend la pandémie du sida, par exemple, elle a pétrifié une génération entière. Mais totalement. Mais c'est plus qu'une génération, d'ailleurs. Je pense que ça a pétrifié 40 ans. Et d'ailleurs, si tu regardes un peu, c'est vrai que, hormis, donc on a eu les œuvres très, très tôt, pendant le pic de la pandémie 80, donc on a les Nuits Fauves, on a les livres d'Hervé Guibert, on a Mauvais Sang, il y a eu ces artistes qui ont crier leur vie haut et fort à ce moment-là parce que tout le monde voulait les voir morts pour s'en débarrasser. C'est ça la réalité du truc. Hein. Et un tout petit peu plus tard, en 95, je dirais, on a Philadelphia. Et puis après, moi, j'ai l'impression que c'est que jusqu'à 120 battements, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'on n'en a plus parlé, en fait. Et que ça s'est un peu, alors cette idée-là, un petit peu pétrifiée. Il y a eu un cinéma de niche, mais en grand public, il y a eu peu de choses. En tout cas, voilà, moi je parle de la société comme si on avait mis, c'est le cas de le dire, la poussière sous le tapis.
et qu'il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu d'excuse de la manière qu'on a eu de traiter ces malades. C'est comme si ça avait été normal, en fait, alors qu'il y a eu de réels abus de la société entière vis-à-vis d'eux. Donc la mémoire s'est pétrifiée aussi quand ils pensent, et l'humanisme s'est totalement pétrifié. Donc oui, tu as raison de le voir comme ça. Et puis moi, il y a cette scène de la salle d'attente qui, pour moi, renvoie aux salles d'attente des années 80, 90, 90, qui ne sont plus les salles d'attente d'aujourd'hui, mais qui étaient ce moment de pétrification où on attendait, où surtout il y avait une attente aussi, la peur, entre le moment où on passait un dépistage et le moment où on avait l'attente de une réponse. résultat. Ça, c'est horrible. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'on a beaucoup vécu, qu'on a tous vécu au moins une fois, l'attente des résultats. Et oui, c'est vraiment cette atmosphère extrêmement froide, extrêmement méfiante, et de solitude infinie de ceux qui attendent, quoi. Mais l'humanité d'Alpha dans cette salle d'attente. Ben oui, parce que malgré tout, Alpha... mais ça, c'est une scène, je tiens à dire, qui a été assez charnière pour moi au scénario, parce que dans le scénario et dans la création de l'iconographie que j'utilise pour parler de cette maladie, en fait... dont je parlais de sacré tout à l'heure, où je disais que, je voulais construire, les éterniser, les sanctifier d'une certaine manière, et aussi je voulais qu'on les trouve beaux. Mais la question du beau, elle est compliquée, bien sûr, parce que c'est ultra subjectif. Ce que moi je vais trouver beau, ça peut repousser quelqu'un, ou vous pouvez trouver ça laid, ou je sais pas quoi. Et moi, j'avais très 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 peur, justement, qu'on soit repoussé par les malades, parce que ça irait tellement à l'opposé de l'émotion que je procurais dans le film. Je ne veux procurer que de l'empathie et de l'amour pour eux immédiatement, que je me suis vraiment pris la tête et je ne voyais pas d'issue, parce que je me suis dit, quoi que je fasse, il y a forcément une personne qui va trouver ça laid ou repoussant. Et en fait, je me suis débarrassée de cette peur-là quand j'ai écrit cette scène. Parce que quand j'ai écrit cette scène, évidemment, donc je me suis projetée dans ma direction de l'actrice qui allait jouer Alpha. Et je me suis dit qu'il fallait que je lui dise qu'elle le pensait vraiment. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas à moi de dire si c'est beau ou pas. C'est à partir du moment où Alpha les trouve beaux, alors tout le monde les trouvera beaux. Si elle le pense vraiment, on est à l'aune de son point de vue, tout le monde les trouvera beaux. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a allégée à cet endroit-là. Alors. Bonjour. Bonjour. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au choix que vous avez fait d'Alpha comme troisième film, parce que j'avais lu que dans une interview que le premier scénario que vous avez fait après Titane, vous l'aviez complètement... Ouais, donc j'avais lu dans une interview que le premier scénario que vous aviez fait après Titane, vous l'aviez complètement jeté à la poubelle. Et du coup, je me demandais pourquoi Alpha comme troisième film, et aussi plus globalement, est-ce que la Palme d'Or de Titane, ça a influencé quelque chose à ce niveau-là? Alors très rapidement sur la deuxième question, pas du tout. J'ai pas du tout repensé à ça, et puis très honnêtement, évidemment c'est un grand honneur de recevoir la Palme d'Or, mais c'est quelque chose qui est tellement... C'est presque abstrait, si tu veux, c'est très difficile de se dire qu'on a la Palme d'Or, et je réalise toujours pas, donc si tu veux, c'est un truc qui me traverse même pas l'esprit. Donc non, ça non. Par ailleurs, oui, c'est vrai, en effet, après Titane, j'ai commencé à développer un film qui ressemblait pas du tout à Alpha. Et je l'ai développé assez longtemps d'ailleurs, presque un an, on va dire 8 mois, c'est quand même pas mal. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que tout ce que je disais dans ce film, je l'avais déjà dit dans Titane est grave en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement stérile, vain. Et puis moi, je pars du principe que ce qui est fait n'est plus à faire, qu'il y a certaines choses que j'ai dites sur lesquelles j'ai pas besoin de revenir, ou en tout cas, j'ai pas besoin de reproduire des recettes. Et je pense qu'on fait rien de bon en essayant de reproduire une recette, et qu'on fait rien de bon en essayant de rester dans une zone de confort. Ça m'a posé vraiment problème, et parce que oui, j'étais moi-même frustrée artistiquement en écrivant ça. Et j'avais envie de me surprendre, j'avais envie d'être là où moi je m'attendais pas.
Et il se trouve que ce film Alpha, l'idée du film, ça faisait très longtemps que je l'avais en moi, avant Titane même, et peut-être même avant Grave, c'est peut-être possible. Donc ça fait vraiment très longtemps. Et je pensais vraiment sincèrement que ce serait mon dernier film. Mais dernier, pas que ma carrière s'arrêterait après. Dernier dans le sens où je pensais le faire à 75 ans ou 80 ans, tu vois, un truc comme ça. Je pensais qu'il fallait que je sois plus mature, en fait. Et plus expérimentée, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le travail de la figure maternelle, c'est pas facile. Je fais une petite parenthèse pour dire que quand même, si on regarde la filmo de pas mal de grands réalisateurs, le film sur la mère, il est assez tardif. Non, mais c'est quand même pas un hasard, non? C'est pas facile de parler de sa mère. Et du coup, et donc voilà. Et donc, j'ai complètement mis ça à la poubelle et je me suis dit, voilà, si tu veux... Ce dont tu as besoin pour créer, c'est de cette zone d'inconfort, d'inconnu, d'être sur un fil. Choisis ce film-là où tu penses que c'est trop d'émotions, que tu ne sauras pas les exprimer, que tout ça. Moi, c'est ce que je pensais. C'est difficile pour moi, l'émotion. C'est quelque chose qui est vraiment ce que je creuse de film en film et que je continuerai à creuser après Alpha et qui est très difficile à dompter et à balancer pour moi. Et donc du coup je me suis dit bon bah voilà, ça c'est l'histoire la plus dramatique voilà, que je connaisse et c'est la plus, en même temps c'était la plus nécessaire, je pense. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait Alpha. Mais est-ce qu'il y a un moment donné on se dit ça c'est la bonne histoire? Non, j'ai dit ça c'est la mauvaise histoire. Et du coup, après, je suis tout de suite passée là-dessus parce que c'est sincèrement ce qui me mettait le plus en danger à plein d'égards. D'ailleurs, une fois de plus, si vous avez vu mes 2 films précédents, vous voyez qu'ils sont assez taiseux. Moi, j'ai une méfiance naturelle quand je crée quelque chose vis-à-vis des mots. Et j'ai peur que les mots ils viennent atermoyer l'émotion, qui viennent empêcher un petit peu le rapport à l'image, le rapport au son, parce que moi je travaille énormément l'image et le son. Vous savez que j'ai pour ambition et désir de faire un cinéma très organique qui parle au corps et tout ça, donc c'est vrai que pour moi m'attacher aux mots avec ça et comment les intégrer sans trahir mon amour et mon désir pour l'image et le son, c'était quelque chose une étape importante pour moi en tant que réalisatrice. Et puis une fois qu'on a écrit les mots, après il faut les diriger. Et c'est pareil, j'adore diriger les corps et comment tout ça, en fait, c'est comme récupérer un nouvel outil et l'intégrer à la boîte à outils qu'on avait avant. Et comment est-ce qu'on va réussir à tout utiliser en même temps. Donc, c'était un challenge pour moi à ce film à plein d'égards. Et je fais une dernière anecdote parce que j'aime bien parler longtemps. Apparemment, c'est que, tu sais, dans Titane, à la fin, ils se disent « je t'aime ». Et c'est la seule fois du film où ils se disent « je t'aime ». Et ce « je t'aime » là, il a été très problématique parce que au scénario, je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit, je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit, je l'ai écrit, je l'ai pas écrit. Au tournage, je leur ai fait une prise où ils le disaient, une prise ne disait pas, une prise ne disait pas. Et j'arrêtais pas de faire des allers-retours. Montage, je le monte, je le monte pas, je le monte, je le monte pas, je le monte, je le monte pas. Je suis devenue dingue. Je me dis mais c'est quoi le problème avec je t'aime? C'est quoi mon problème avec je t'aime? Je me dis c'est pas possible, c'est quand même le mot le plus dit de l'histoire du cinéma dans toutes les langues depuis le début de l'histoire du cinéma. Je veux dire c'est ouf et je comprenais pas ce blocage là. Et finalement je l'ai laissé dans Titane, je l'ai mis dans Titane parce que je me suis dit voilà, toi tu essayes de lutter contre un poncif, mais c'est peut-être pas un hasard si c'est un poncif. Et parfois peut-être que les poncifs c'est ça qui fait que tes personnages ça devient des héros. Et je pense que dans Titane, ça a été ça le parachèvement de eux qui deviennent des héros dans la dernière minute du film parce qu'ils se disent je t'aime justement. Et donc face à cette frustration et aussi cette espèce de mindfuck que j'ai eu pendant Titane vis-à-vis de je t'aime, je me suis aussi dit que je voulais faire en sorte que le prochain film soit un je t'aime de A à Z, de voir si je pouvais faire ça. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Moi, j'avais une question par rapport à la direction, parce que c'est un film quand même qui est lourd dans ce dans ce qu'il amène, sur la toxicomanie, sur... vous m'entendez bien? Je suis sourde d'une oreille, je le dis pour tout le monde. Je suis sourde d'une oreille, donc il faut parler un petit peu fort.
Donc, je me demandais comment ça s'était passé pour la direction de la jeune actrice donc, qui joue Alpha, parce que c'est des sujets qui sont lourds, et à un moment même dans le film, on dit, en fait, elle est trop jeune, et donc je me demandais sur le plateau comment ça s'est passé avec elle et comment on l'a vécu, parce que c'est des choses qui sont vraiment lourdes. Et vous parlez de Mélissa, le rôle principal, hein, oui. Pas d'Alpha 5 ans. Oui, non, effectivement, je parle de Mélissa, mais Okay. je faisais un lien. Alors, avec, tenez-vous bien à votre siège, ok? Je suis installée. Mélissa, elle a 20 ans. Non. Ouais. Oui, ok, bon. Mélissa, non, mais votre question, elle est intéressante parce que c'est une vraie question que je me suis posée au moment de l'écriture et du casting. Je ne voulais pas travailler avec quelqu'un de mineur pour ce rôle, d'emblée. En fait, pour plein de raisons, pour des raisons psychologiques, parce que aussi, j'avais pas envie d'expliquer toute la noirceur du film à quelqu'un de trop jeune, justement. Parce qu'aussi, je pense que, en fait, c'est plus facile. Alors là, vraiment purement, c'est vraiment juste la réalisatrice qui parle, mais c'est plus facile quand on a une arche comme ça qui est quand même assez ample de progression pour un personnage. On débute sur un gros bébé et on finit sur une jeune femme qui est la seule à rester debout dans la tempête et qui regarde la vérité en face, donc qui doit avoir dans les yeux une maturité assez expressive, assez vitale, en fait, une force vitale qui tout à coup va vers le futur. C'est plus facile de choisir quelqu'un qui est plus âgé et donc de la ramener en arrière quand on est au début du film que de prendre quelqu'un qui a 12-13 ans et de lui faire jouer la maturité à la fin du film. Donc il y a aussi ça qui est rentré en jeu. Mais ça n'a jamais été une question pour moi. On a fait un casting uniquement de jeunes femmes majeures qui faisaient plus jeunes que leur âge. Il y avait une question ici devant. Je vais rebondir là-dessus parce que moi je trouve qu'Alpha aussi, elle se retrouve confrontée à un microcosme. La classe, c'est en soi une société. On lui jette carrément l'opprobre. La classe représente, le collège représente la société. Oui, complètement. Mais c'est ça. Ce qu'on avait dans Grave, ce qu'on peut avoir. Et c'est là où, moi, je trouve le film est foncièrement queer et dans la lignée des précédents, c'est qu'on questionne continuellement la norme. C'est-à-dire qu'elle est mise hors norme. Oui. Elle est, considérée comme un monstre, alors qu'en fait, c'est le jugement qui est monstrueux. Mais alors là, tu réponds exactement ce que je vais répondre. Enfin, voilà. C'est ce que tu dis est tout à fait juste. C'est exactement ce que je pense. En effet, je pense que dans cette mesure-là, mes films sont complètement queer, de manière totalement assumée. Surtout quand on pense que, originellement, le mot queer, il veut dire étrange. Il veut dire tout ce qui, en fait, défie la norme. Et puis, on en a fait quelque chose de politique où cette défiance, elle devient plus affirmée, plus politique, plus visible. On se réapproprie ce mot. Et je vais donner, quand même, j'aime bien les anecdotes. Il y a un journaliste qui m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé pourquoi j'étais intéressée par les personnages marginaux. Et alors moi, j'étais un peu comme de rond de flanc parce que je considère pas du tout mes personnages comme marginaux et je vais jamais traiter comme, j'ai pas l'impression qu'ils soient marginaux. Moi, j'essaie de traiter des personnages comme des humains et j'essaie de les rendre les plus humains possibles, encore plus humains à la fin du film qu'ils l'étaient au début du film. Et du coup, je lui ai dit, mais pour moi, ce qui est marginal, c'est la manière que la société a de traiter mes personnages. C'est pas l'inverse, en fait. Et c'est que pour moi, on se marginalise de l'humanité quand on perd tout sens de l'humanisme. C'est logique. Donc peut-être ça répond à ta question sur le queer, mais évidemment, je pense que tous mes films sont queer, c'est indéniable. Oui. Donc on a beaucoup parlé du son, on a très peu parlé de la lumière. On parlait de la queerness et justement dans Titane, les corps et la chair étaient éclairés, très pink, très fluorescents. Donc j'aimerais bien que vous parliez un petit peu de comment vous avez éclairé les corps ici, où c'est très grisâtre et parfois très chaud. Moi, j'ai énormément aimé aussi le décor de la chambre et les détails, que ce soit la carte du 3 de pique, la poster de la coccinelle, enfin toutes ces symboliques derrière. Et alors, je veux aussi que vous parliez du choix de Beethoven
Attends, voilà. pousse. Ok, C'est les on trois. va faire les trois, mais il faut que tu me répètes la première question. Du coup, j'ai oublié. La lumière des corps. Ah oui. Alors, ce dont tu parles, en réalité, c'est l'étalonnage, c'est pas la lumière. Enfin, disons que, quand tu désignes le froid et le chaud, dans le film, ça, c'est de l'étalonnage. Donc, je vais juste répondre sur l'étalonnage et après, je vais parler de la lumière très vite fait pour les corps. Mais moi, depuis le début, je voulais dissocier les deux périodes à l'image. J'aurais pu ne pas le faire parce que toujours dans cette idée de porosité dont je parlais au début entre les périodes, j'aurais pu très bien, par exemple un film comme Manchester by the Sea, je ne sais pas si vous l'aimez, moi je trouve que c'est un film formidable. Dans Manchester, il y a plein de flashbacks et tout est traité de la même manière, ce qui nous perd pendant à peu près la moitié du film, et puis après on récupère un peu les morceaux dans la deuxième moitié. Moi je trouve ça formidable parce que je respecte beaucoup ça, parce que je trouve ça très osé d'avoir fait ça. Mais peu importe. La raison pour laquelle j'ai choisi de séparer les deux périodes à l'image, c'est pas pour qu'on comprenne si c'est un flashback ou pas, c'est pas pour des raisons de compréhension, c'est en fait pour montrer que dans le passé, en fait, on est dans une société qui est encore homogène, d'une certaine manière. Le virus existe, vient d'apparaître, mais la peur n'a pas encore envahi la société. Le virus est contenu dans le lieu de l'hôpital. C'est pas toute la société qui est vampirisée par la peur. Et donc, je voulais une image qui soit très homogène dans les couleurs. C'est-à-dire que les couleurs soient très saturées, très collées. Et aussi, je voulais quelque chose de nostalgique, bien sûr, puisqu'on parle du passé. Et j'ai dit à Ruben Impens, mon chef-op depuis toujours, que je voulais reproduire l'image des... Vous vous rappelez les caméras jetables, les appareils photo jetables qu'on avait dans les années 90 qui avait un fond très chaud, un fond jaune-vert très très chaud, avec des couleurs très vivaces et un contraste très fort. Ça, pour moi, c'est vraiment les albums de famille. Il y a beaucoup de moi dans cette famille, évidemment. Je suis moitié kabyle. Le déjeuner de l'Aïd, c'est tous mes déjeuners de l'Aïd de toute ma vie. La famille ressemble beaucoup à ma famille dans ce déjeuner-là. C'est la même ambiance et tout ça. Et donc, je tenais quand même aussi à ce truc très nostalgique des caméras Kodak, des appareils photo Kodak de l'époque. Donc, on est sur une société qui est encore homogène. Et Alpha, 7 à 10 ans plus tard, selon ce que vous voulez croire quel âge elle a, selon... Mais en tout cas, dans le présent, là, par contre, on est dans une société qui est devenue complètement hétérogène, où la peur est absolument partout et a débordé le cadre de l'hôpital. Elle est au collège, elle est chez maman même, elle est chez les enfants, alors qu'avant, ça concernait que les adultes et tout. Et ce que je voulais montrer, c'était à l'image que c'était devenu hétérogène. Et donc, quand c'est hétérogène, ça veut dire que les couleurs sont éclatées. Et que du coup, entre les couleurs, c'est le noir et le blanc. Et du coup, on est presque sur du noir et blanc avec Titane. On n'est plus du tout dans des couleurs collées, parce que pour moi, la société s'est éclatée. Donc il faut que les couleurs s'éclatent aussi, d'une certaine manière. Et ça donne cette impression assez métallique, d'une certaine manière, qui correspond à un âge presque post-industriel, très froid, où pour faire vraiment sentir à quel point, dans cette société-là, dans le présent, c'est la solitude qui règne et c'est la peur qui règne. Voilà, c'était vraiment pour montrer comment on est passé d'une société homogène et 7 ans, 10 ans plus tard à une société totalement éclatée, totalement hétérogène, où c'est un peu chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. Voilà. Alors attends, après il y a le soin du détail. Ah oui, attends, juste pour la manière de filmer les corps, juste que tu saches très rapidement, juste pour filmer les corps, mais ça vaut pour tout. Quand on a des acteurs qui nous font des transformations comme Tahar fait, comme Vincent fait dans Titane, quand même Agathe avec toutes les prothèses qu'elle a portées sur elle et tout ça, tu te doutes bien que si je me fais une image toute plane où on voit rien, alors qu'il y en a un qui a pris 30 kilos, l'autre qui en a perdu 30, et Agathe qui a eu des prothèses pendant 3 mois sur le corps, ce serait vraiment abusé de ma part de faire ça. Alors évidemment, je dis ça un peu pour rigoler, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de montrer les corps en relief. Donc je vais tout faire pour aller marquer les angles, pour vraiment aller montrer ce qu'il y a de plus vulnérable dans chaque corps. En réalité, parce que pour moi, le corps, c'est vraiment le terreau de l'empathie, le terreau de notre projection à nous. On a tous peur de nos corps parce qu'on a tous peur de la mortalité. Il y a toujours un problème avec nos corps et c'est là où on peut communier aussi. C'est dans cette acceptation-là qu'on peut communier. Donc je veux vraiment en fait vous les faire palper, ces corps-là, pour qu'ils vous soient proches. Ça, c'est pour les trucs. Après, je me rappelle de Beethoven, mais je ne sais plus... La chambre et les détails. Ça, c'est pas vraiment une question, mais la chambre... Alors, je suis contente que tu aies vu les détails, ça me fait plaisir. Tu as vu qu'il y avait aussi... Il y a Tupac, il y a Coolio. Ça, c'était un peu ce que j'écoutais quand j'étais petite.
Il y a Nas. Ouais, Nas, il y a... ce qu'il y a aussi... Ah bah alors, Idir, c'est à part. Idir, ça a rien... c'est pas un détail, Idir, c'est la vie. Non, c'est pas un détail. Idir, c'est la berceuse que ma mère me chantait quand j'étais petite à Bavinova. C'est tout autre chose. Ça va, ça va avec tout ce qu'il y a de shoot d'enfance pour moi dans ce film. Et évidemment, le fait que je sois biculturelle, le fait de le marquer aussi à travers cette chanson. Mais pour revenir sur Beethoven, tu me disais quoi ? Oula, je pense que c'est trop vague comme question. Là, on va écrire une thèse. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Merci. Je vais rebondir sur la musique, par contre, parce qu'il y a un compositeur original avec qui vous avez travaillé sur Grave et sur Titane. Quel a été le mot d'ordre et à quel moment la musique est apparue ? Est-ce que la musique existe avant tournage ou est-ce que c'est quelque chose qui se compose après ? Parce qu'il peut y avoir deux écoles. La musique, il y a deux sortes de musique. Il y a la musique préexistante, donc les tubes, où là, effectivement, c'est là dès le scénario. C'est-à-dire que pour moi, j'utilise en fait toutes ces chansons-là, qui généralement sont des tubes, et c'était le cas dans Grave et dans Titane aussi, parce que j'aime bien les tubes parce que tout le monde les connaît, je trouve que ça fédère énormément, et pareil, ça joue sur, je trouve, l'empathie qu'on peut avoir sur les personnages. Mais la première raison pour laquelle je choisis des chansons, c'est toujours à cause des paroles. Il y a une intertextualité. Évidemment, c'est la seule, c'est la raison principale. Commencer avec Portiched qui dit How can it feel so wrong, et finir là-dessus sur écran noir. À savoir ce qui veut dire comment est-ce qu'on a pu merder à ce point-là pour en arriver là. Bon, ben voilà, c'est un peu le thème du film et le questionnement du film en général. Tame Impala, je savais que ça poserait question parce qu'évidemment, c'est pas une chanson des années 90 et c'est un anachronisme total et évidemment volontaire. Mais pour moi, c'était très très important à ce moment-là puisqu'elle sonne en fait le départ de Alpha qui va revivre les traumas du passé. Et évidemment, la parole la plus emblématique de la chanson, c'est quand il répète « Let it happen ». Et donc, ça veut dire « laisse ça advenir, vis-le, il faut le vivre. Il faut le vivre pour pouvoir résoudre les non-dits, pour pouvoir résoudre les traumas ». Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Ce qu'elle dira même à maman, en fait. Ce qu'elle dira évidemment à maman à la fin dans la chambre. Après, pour le score lui-même, la manière de travailler avec Jim, en fait, sur Titane, par exemple, on avait été et sur Grave aussi d'ailleurs, on était très fixés sur les orgues, ce qui donnait un score qui était très très gothique. Jim est quelqu'un qui vient du rock, donc c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Et là, en fait, j'ai décidé de l'orienter sur quelque chose de beaucoup plus baroque, parce que pour moi, le baroque est beaucoup plus ancré dans l'humanité. Le gothique, dans l'orgue, on est vraiment dans un état de sacré, c'est ce qu'on entend dans les églises, on est sur des récits bibliques, on est sur tout ça. Là, je voulais l'amener sur du baroque, j'ai beaucoup parlé de Lully avec lui, avec évidemment cette idée de rythme comme ça qui est presque de l'ordre de la marche funèbre dans tout le film. Moi, j'imaginais toujours Lully avec son bâton comme ça qui tapait la mesure. Vous savez que Lully, entre parenthèses, il est mort de gangrène parce qu'à force de taper son bâton, s'il est rentré dans le pied, ça a fait gangrène, il est mort à cause de ça. Je trouve ça hyper drôle. Pardon, je suis désolée, mais ça me fait marrer cette histoire. Bon, il est mort en faisant ce qu'il aimait, c'est important. Et du coup, voilà. Et pour moi, le baroque, voilà, c'est l'opposé justement de l'orgue, l'opposé du gothique. C'est quelque chose qui est très ancré dans l'humanité, qui est très rigide d'une certaine manière. Or, Alpha, si on imagine, et ça je me suis dit qu'à posteriori, j'y ai pas du tout pensé comme ça, mais c'est une possibilité, si on pense que les trois films c'est un triptyque, alors dans ces cas-là, ça voudrait dire que dans Grave, l'humanité est vue comme une transcendance de notre animalité, comme un Graal à atteindre. Dans Titane, l'humanité est vue comme quelque chose qui dépérit, mais qui peut revivre et trouver une solution dans le transhumanisme. Mais dans Alpha, je suis pile au milieu des deux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'humanité pure, dans tout ce qu'elle n'a pas d'issue, en fait. Et dans l'absence, en fait, de
de possibilités et l'acceptation de cette absence de possibilités. Et c'est pour ça que ça m'a amené sur le baroque, parce que le baroque, voilà, c'est quelque chose qui t'emmène pas ailleurs, ça t'emmène à l'intérieur de toi. Et comme je dis, c'est vraiment quelque chose, un type de musique qui est très inflexible, qui est très rigide. Voilà, c'était long. Pardon. Alors ça va être la dernière question. Le micro arrive. J'arrive. Bonsoir. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Ah, merci. Merci pour tous vos films. Déjà, merci. Pour commencer, j'aime beaucoup Grave et Titane aussi. Et ça fait vraiment du bien. On a besoin de ces films-là. On a besoin de ces films-là. Ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Et oui, la question, c'était, comme on a dit, il y a beaucoup plus de dialogue dans Alpha que dans Grave et Titane. Comment vous avez travaillé avec les acteurs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation? Est-ce que c'était plus dur de suivre les lignes de dialogue? Quelle est la part d'impro et de... Il n'y a pas beaucoup de part d'impro. Chez moi, en général, je suis quelqu'un de très carré, je me prépare énormément et tout ça. Et évidemment, en plus, là, sur un film comme celui-ci, j'ai vraiment pesé mes mots à l'écriture. Donc après, il faut qu'il se l'approprie, il faut qu'il s'approprie le texte. Mais ça, j'appelle pas de l'impro. C'est juste, s'ils me disent, moi, j'arrive pas à dire cette phrase, ou alors je la comprends pas et tout ça, je retravaille avec eux. Mais ça, c'est pas de l'impro, c'est de la préparation. C'est ce qu'on fait en amont. La seule scène où vraiment il y a eu beaucoup d'impro, c'est la scène du déjeuner de l'Aïd. Parce que là, on est sur une scène qui est une pure scène d'énergie. C'est l'énergie vitale, l'énergie de la famille, l'énergie de l'enfance. C'est une scène où Alpha est valdingué de phrase en phrase, de tout ça, et ça ramène encore de la bouffe et machin, et ça s'engueule, et ça raconte des histoires d'il y a 30 ans et compagnie. Il fallait qu'il y ait une vraie énergie vitale là-dedans, que ce soit joyeux, en fait. Voilà, que ce soit joyeux, que dans toute cette noirceur et la tragédie qui est arrivée à cette famille, on voit le lien familial, on voit à quel point la famille est importante, à quel point elle est matriarcale aussi. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de montrer. D'ailleurs, il n'y a que les femmes qui parlent dans cette scène, à part Benny, mais Benny ne fait pas partie de la famille. Et du coup, enfin, contrairement à ce que dit maman, mais moi, je suis Alpha, donc pour moi, elle ne fait pas partie de la famille. Et du coup, ça, en fait, ça a été formidable à tourner et à préparer, parce qu'il fallait faire famille. Il fallait la créer, cette famille, en fait. Donc, une fois que j'ai fini le casting de toutes les tantes, les grands-mères, grands-pères, tout ça, machin... il fallait qu'on y croie. Voilà, il fallait qu'on y croie. Donc du coup, j'ai organisé un faux couscous avant en prépa et je me suis mise à table avec eux et je leur ai commencé à leur raconter ma famille, comment ça se passait pour moi les déjeuners, tout ça machin. Finalement, ça allait très vite parce que toutes les actrices et les acteurs de cette scène-là, hormis évidemment mon trio principal, sont kabyles. Et du coup, quand je leur ai parlé, ils m'ont dit « Ah oui, c'est pareil chez moi, c'est bon, on a compris ». Et du coup, on a commencé à parler plein de trucs. Je dis « Ouais, vous avez qu'à parler, par exemple, de la voisine, machin, raconter un ragot sur la voisine qui a fait ci, ça, avec son frère, sa sœur, tout ça. » Je leur donne quelques sujets comme ça, parce que pour moi, c'est parce qu'ils disaient ce qui était important. Puis je savais que j'allais mettre de la musique par-dessus, mais c'était l'énergie avec laquelle ils disaient les choses et de vraiment créer le lien visuellement dans leur manière d'être entre eux. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retirée. Ils ont commencé à parler, je me suis retirée. J'ai pris la caméra, j'ai commencé à les filmer et à voir mes angles, à me dire ah tiens, et à les découvrir aussi, de voir ah tiens, je vois que telle tante, elle a plus d'aisance à parler fort, à machin, donc elle aura ce rôle-là. Et je leur ai attribué du rôle. Toi, t'es l'aînée, toi, t'es la cadette, toi, t'es celle qui est rebelle, toi, t'es celle qui fait la deuxième mère. Enfin, je leur ai attribué des rôles comme ça. Et puis après, sur le plateau, ça a quand même été 2 jours de tournage. C'était long. Il faut savoir qu'ils ont mangé du couscous froid pendant 2 jours, les pauvres. Horrible. On a essayé de le réchauffer, mais c'était compliqué. Bon, bref, peu importe, il y avait une gazinière qui ne marchait pas. Enfin, non, mais c'était du couscous froid. Et en plus, moi, j'ai un truc, c'est que je déteste dans les films quand ça se voit que les gens ne mangent pas. Et qu'ils font semblant. Ça me sort totalement du truc. Donc, à chaque fois, je leur disais, je dis, vous n'êtes pas obligés de manger tout le temps. Mais si vous mangez vraiment, quoi. C'est la cuillère avec la semoule, le mouton, tout, quoi. Je veux tout dessus. Et ils ont été super sympas et très patients avec ça parce que c'est pas cool de manger du couscous froid pendant 2 jours. Et bref, et en fait, du coup, quand on est arrivé sur le plateau, la famille existait déjà.
Et là, ça a été vraiment un mix. Il y avait le squelette des dialogues, donc la scène était en effet écrite, évidemment, quand on a les dialogues entre Alpha et sa mère, tout ça. Mais toutes les tantes et tout ça, il y avait quelques phrases, mais tout le reste, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'impro. Donc j'avais énormément de matière au montage après avec ça. Donc voilà, c'est la réponse. Super, merci. Je terminerai sur, parce que vous venez de le dire, vous êtes Alpha. Moi, je suis tout, moi. Moi, je suis dans tous mes films, je suis tous les personnages, de toute façon. Donc, mais oui, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et du coup, Merci. moi, je prends le petit moment promotion, mais qui est toujours important. Le film sortira le 3 septembre. Comme tous les films, il a besoin de vous, besoin de bouche à oreille. Le premier week-end d'exploitation est toujours extrêmement important vis-à-vis des vilaines personnes comme moi qui sommes programmateurs, mais c'est décisif dans la vie d'un film. Et alors, le distributeur, Obrother, qui a sorti tous vos longs-métrages, a mis pour vous un tote bag avec différentes surprises dedans. Donc, je vous invite à sortir par cette porte-là. Donc, je fais même hôtesse de l'air. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous. Merci beaucoup.